Les gens, soit le prix de l'essence, il va exploser ces prochaines semaines, soit il va dégringoler. Et je peux pas vous dire lequel des deux, parce que ce qui est en train de se dérouler, ça n'a aucun foutu sens. Trump hier a annoncé que c'était la fin de la guerre. Voilà, il n'y a plus de guerre, c'est fini, tout rentre dans l'ordre. Il s'est rien passé, d'accord? Maintenant, on va s'occuper du cas de Cuba. Juste après, on a le Premier ministre d'Angleterre qui va annoncer que le détroit rouvre ou pas, que la guerre soit finie ou pas. De toute façon, l'essence, il va rester super cher. Ça va rien changer pour vous les Anglais. Donc vous pouvez encore rester accrochés à vos sièges pendant quelques mois, ça sera pareil. Juste après, on a le leader suprême d'Iran, le fils de Khamenei, qu'on a toujours jamais vu vivant. Mais l'Iran promet qu'il en vit, mais il le montre pas. Bref, il va communiquer, et sur un bout de papier évidemment, que l'Iran n'abandonnera jamais son programme nucléaire, et aussi son indépendance de l'armement, des missiles et peu importe. Du coup, Trump qui vient d'annoncer que c'était la fin de la guerre, il va dire ça. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. Puis il y a l'Iran qui surenchérit en disant que de toute façon, la guerre va sûrement reprendre là, tout de suite. En fait, elle s'arrête pas. Mais Trump, il va rajouter une couche en allant vers le Congrès américain et leur disant que la guerre a été finie. Voilà, c'est réglé, il n'y a plus de soucis. La guerre, elle est finie, les gars. C'est Trump qui vous le dit. Et quelques heures après, on a le centre de commandement américain qui, lui, est en train d'expliquer qu'une énorme frappe, une frappe finale, est peut-être sur le point d'être préparée pour toucher l'Iran. It's decision time. CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper has just briefed the president in the Situation Room about what could be the final blow. The U.S. military is preparing for a short and powerful wave of strikes. Targets include the enemy's remaining military assets, leadership, and infrastructure. Mais du coup, c'est pas la guerre ou c'est la guerre là? Trump qui venait dire que c'était plus la guerre, puis le gouvernement qui dit que c'est encore la guerre, mais Trump qui dit non, c'est plus la guerre. Et maintenant, il explique que de toute façon, ils n'arrivent pas à communiquer avec les dirigeants iraniens, c'est toujours un gars différent qui répond. Ils sont jamais au courant de qui est en train de diriger le pays actuellement. The leaders are all gone too. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up, this is Mohammed, so and so, and I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. Nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. But I think we're doing a great job. Les gens, si vous n'aviez pas compris jusque-là, c'est une mascarade, c'est une blague. Depuis le début, cette histoire, c'est une blague. Et pour quelqu'un comme moi qui trade journalièrement, qui suit tout le temps la tête dans les marchés financiers, à part des délits d'initiés et littéralement manipuler le marché, je vois pas à quoi ça sert d'autre à Trump de faire tout ça. Par contre, s'il y a bien un truc qui est certain, c'est que l'Iran est en train de s'effondrer. Genre, le pays tout entier s'émiette chaque jour qui passe. En Iran, il y a toujours eu une doctrine puissante, il y a toujours eu un message qui voulait tout le temps faire passer depuis le début, c'était que quoi qu'il arrive, si l'Iran avait besoin de tenir debout seul contre le monde entier, eh ben c'est ce qui se passerait. Il serait seul contre le monde entier sans l'aide de personne. Mais depuis 2 semaines, on se rend compte que seuls 100 personnes peuvent pas trop tenir debout non plus. Ça va commencer avec il y a pas longtemps Trump qui a posté un message sur son réseau social où il va indiquer que l'Iran, ils font que les contacter, limite en train de supplier à régler la situation. La situation que j'ai déjà abordée dans d'autres vidéos, celle du blocus que les États-Unis ont appliqué sur l'Iran. Bon, ça fait très longtemps que les États-Unis ont mis un blocus sur l'Iran. Mais là, le dernier blocus, celui du détroit d'Ormuz et même du détroit du Golfe. Et quand Trump il parle d'effondrement de l'Iran actuel dans son message, fait surtout référence donc à ce blocus qui est là depuis plus de 2 semaines et qui bloque complètement le territoire iranien. Il n'y a plus de marchandises qui peuvent sortir, il n'y a plus de marchandises qui peuvent entrer. C'est pire qu'une épée à double tranchant. Là, c'est juste une lose-lose pour eux. Parce que premièrement, leur argent, en fait, nécessite pour eux d'exporter leurs biens, et notamment le pétrole. Mais surtout, importer le plus important pour eux, de la bouffe en fait, de la nourriture, des ressources, peu importe le nombre de ressources et le type de ressources. Il n'y a plus rien qui bouge. Et il y a un autre truc qui fait extrêmement peur le régime iranien actuellement, c'est que le peuple se soulève à nouveau et recommence ce qu'il a tenté déjà en janvier et février dernier. Je rappelle pour les personnes qui n'avaient pas encore sauté dans le train, ce qui s'est déroulé, c'est que le peuple a voulu renverser le gouvernement de façon pacifique en plus. Ils sont simplement descendus dans les rues en suppliant le régime iranien de déposer les armes. Ce qu'ils veulent en fait, c'est un véritable gouvernement. Et le résultat, il est très simple à expliquer.
des dizaines de milliers de personnes, d'après les ONG, d'après des enquêtes de pays externes, des dizaines de milliers de manifestants qui n'avaient rien d'autre que des haut-parleurs et des affiches dans les mains, qui maintenant sont 6 pieds sous terre. Et il y a quelques jours, la Cour suprême iranienne a fait un très long meeting, et il semblerait notamment que quelque chose qu'il redoute le plus, c'est que le peuple, à nouveau, tente de changer le gouvernement mis en place en Iran. Mais la situation, elle est très opaque, parce que nous-mêmes, on a très peu de vision sur la véritable intensité de ce qui se déroule sur le territoire iranien, vu que l'Iran, ça fait plus de 2 mois maintenant, et on est presque à 70 jours où Internet entier dans le pays iranien est coupé. Voilà, il n'y a plus Internet. Et on vient de voir que là, l'Iran ne peut plus exporter, que l'Iran ne peut plus importer, il n'y a plus de thunes dans les caisses qui rentrent. C'est compliqué pour le régime, c'est compliqué pour le pays, pour l'économie tout entière du pays. Et là maintenant, sans Internet, c'est environ 20 à 25% des Iraniens qui perdent leur travail. Il y a beaucoup de gens qui probablement, il y a encore quelques semaines, étaient incapables de placer l'Iran sur une carte. Donc du coup, encore plus, je suppose, qui n'ont aucune idée de à quoi ressemble la vie des Iraniens normalement. Mais vous savez que l'Iran, c'est un pays qui abrite beaucoup de personnes extrêmement intelligentes, extrêmement qualifiées, de grandes études. Il y a beaucoup d'ingénieurs. C'est d'ailleurs un des pays avec le plus grand nombre d'ingénieurs au prorata par rapport à la population. Et ces gens-là, à votre avis, vous croyez qu'ils vivaient dans la campagne à essayer de labourer des champs? Non, non, non. L'Iran a quand même des infrastructures normalement à la base. Il y a des malls, des centres commerciaux, Internet, les jeux en ligne, des commerces digitaux, des gens qui ont besoin d'Internet pour faire tourner leur business. Mais s'il n'y a plus Internet depuis 2 mois, à votre avis, comment ils tournent ces business? Ils tournent tout simplement plus en fait. Donc oui, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est très difficile d'imaginer à la fois un régime au pouvoir qui instaure et impose auprès de tout le monde, mais d'un autre côté, imaginez que ces mêmes personnes ont accès à Internet, ont accès à la télé, ont accès à Netflix. Mais c'est probablement aussi à cause de ça, d'ailleurs, qu'il y a cette cassure et qu'il y a un petit peu cette problématique, en fait, au sein de leur nation, avec de plus en plus une part de la population qui a envie de s'affranchir de la religion, qui a envie de s'affranchir de la... Parce que justement, quand tu as une vision externe sur le monde, quand tu vois comment ça se passe ailleurs, quand tu vois les Finlandais, tu vois les Français, tu vois les Grecs, n'importe qui, à Tokyo, les Japonais qui s'éclatent et qui ont une vie relativement stable et surtout relativement libre, je pense que tu le vis encore 2 fois plus mal, plutôt que dans certains autres pays où les gens, de toute façon, ils ont accès à rien du tout, et ils sont même pas au courant de comment ça se passe ailleurs, donc ils peuvent même pas se plaindre. Mais là, en Iran, eux, ils le voyaient, ça. La différence, eux, ils pouvaient la vivre au jour le jour. Mais en termes de chiffres, c'est hallucinant. C'est 99,9% de la population qui n'a plus accès à Internet. Ça va beaucoup plus loin que ça, et je vais devoir modérer les propos pour faire attention, parce que si vous n'êtes pas au courant, la dernière vidéo que j'ai sortie sur YouTube hier, que moins de 4% de mes abonnés ont pu voir, puisque YouTube a décidé qu'elle était... et donc ne l'a pas affiché sur la page d'accueil ni sur les propositions sur le côté. Il fallait simplement avoir la cloche d'activer, avoir des notifications pour être au courant que j'ai sorti une vidéo hier qui est d'ailleurs super intéressante. Donc j'en profite, si c'est pas le cas, abonne-toi, on est bientôt 1 million sur la chaîne et on va essayer comme ça ensemble de briser ce plafond de verre qui a un peu été apposé sur la chaîne sans que je demande rien. 99,9% de la population qui n'a plus Internet, c'est 99,9% de la population qui peut pas ensemble discuter, se préparer et peut-être mettre en place, tout simplement des prochaines manifestations ou essayer à nouveau de faire tomber le régime actuel et d'en mettre un autre en place qui ressemblerait à une république par exemple. Enfin bref, surtout ce que je voulais dire, c'est que il y a des centaines de personnes qui ont été arrêtées par le régime iranien actuel, des personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils avaient été chopés la main dans le sac en train d'utiliser Internet via par exemple des panneaux Starlink. Et à ces personnes, à votre avis, qu'est-ce qui leur arrive? Je peux vous le dire, c'est documenté, on le voit dans les news. Malheureusement, le régime lui-même a déjà assumé quelquefois ce qui se déroule ensuite. Ce sont des personnes qui demain ne pourront plus jamais utiliser Internet. C'est dur d'utiliser Internet quand il te manque, vous voyez ce que je veux dire? Donc on se retrouve avec un pays qui potentiellement et probablement d'ailleurs préfère sacrifier encore plus son économie qui est déjà en train de s'effondrer pour ne courir aucun risque de perdre le pouvoir qu'il a. Et on se retrouve donc avec le ministre étranger iranien qui s'est déplacé jusqu'en Russie pour échanger avec Poutine et ils l'ont annoncé eux-mêmes, c'est pas pour supplier de l'aide, mais juste parce qu'ils sont partenaires et donc la Russie elle doit jouer son coup dans l'histoire là quand même. En vrai, c'est quand même pour demander de l'aide. Et en vérité, normalement, la Russie, elle devrait quand même aider l'Iran. Déjà, premièrement, parce que quand la Russie a lancé son offensive sur l'Ukraine, l'Iran a aidé la Russie sur plusieurs aspects. Supposément, normalement, l'Iran a aidé la Russie à mettre en place des usines qui fabriquent des drones. Elle a aussi aidé la Russie à les piloter, à les faire fonctionner correctement. Mais d'autre côté, la Russie, elle a pas tant aidé que ça l'Iran dans ce conflit contre à la fois tous les Émirats, mais aussi les États-Unis, Israël. Enfin, la Russie, elle a aidé un peu. Ça a été
été report de la part notamment des services secrets américains. On a eu des reports comme quoi il y avait des satellites russes qui potentiellement avaient aidé l'Iran à détecter et pouvoir directement donner les coordonnées de certaines positions américaines qui par la suite étaient touchées par des drones iraniens. Donc d'un côté, normalement la Russie a quand même déjà un peu dépanné l'Iran, mais probablement pas suffisamment, et c'est peut-être aussi pour ça que maintenant ils se déplacent là-bas pour demander une aide plus concrète. Mais la position de la Russie, je suppose qu'elle n'est pas facile non plus, tout simplement parce que là on a l'Iran qui probablement leur demande aussi de l'aide pour sécuriser leur propre raffinerie en Iran, mais Poutine a du mal à sécuriser les siennes en Russie. L'Ukraine, elle mène beaucoup d'offensives qui malheureusement sont super sur certaines infrastructures russes, donc il y a tout le monde qui prend cher en ce moment. Mais je le rappelle, Trump a dit qu'il n'y avait plus la guerre, même si l'Iran a dit que c'était encore la guerre et que le centre de commandement américain a dit qu'il y aurait probablement encore des frappes, mais c'est pas la guerre. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Parce que tout ce que je vous explique depuis le début, c'est à chaque fois en seulement quelques heures, et puis c'est comme ça depuis des semaines, depuis des mois. Et les marchés financiers, je peux vous le dire, je suis dessus toute la journée. C'est une partie de ma vie que je partage très peu, mais si dans mes vidéos, de plus en plus, j'introduis aussi des notions liées à la finance, c'est parce que moi, c'est mon truc en fait. Nous maintenant sur les marchés, on le sait, quand le week-end il est sur le point de pointer son nez, il faut faire attention quand même. Regarde bien les positions que tu laisses avant que le marché ferme, parce que c'est pile à ce moment-là en général que Trump, il adore déclarer des guerres. Et puis ensuite, il les ferme une semaine après, mais c'est magique ça. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, on a une crise financière qui va bientôt s'abattre sur la planète entière, qui va ravager tout le monde, mais ravager tout le monde. Et si elle n'arrive pas dans les prochains mois, si elle n'arrive pas avant la fin de l'année, c'est encore une plus mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que chaque année qui se passe sans que cette crise arrive, mais la chute sera encore plus brutale. Mais il faudrait une vidéo entière sur le sujet si ça vous intéresse. De toute façon, un jour, peut-être que je vous en parlerai. Le blocus américain actuellement, il concerne uniquement les bateaux qui passent par les ports iraniens, qui rentrent pour aller au port iranien, qui ressortent des ports iraniens. Et ça, peu importe de quel pays appartient le bateau. Et deuxièmement, le blocus, il est beaucoup plus large que ce que les gens imaginent en regardant les news. En vérité, les Américains, leur blocus, ils l'ont fait à l'extérieur du golfe d'Oman. En parallèle de tout ça, on a l'Iran qui, depuis très longtemps, est allié avec les Émirats Arabes Unis. Émirats qui ont toujours facilité, en vérité, la vie des Iraniens, notamment dans le transfert de fonds énorme, parce qu'il n'y a que dans ces pays-là où c'est possible de créer des sociétés, c'est assez obscur. On ne sait pas à qui appartiennent les sociétés, de quelle manière les fonds sont transférés. Voilà, il y a un truc opaque et qui a toujours aidé jusque maintenant l'Iran, surtout sur des transferts de fonds énormes. Mais là, avec l'Iran qui avait décidé d'attaquer tous ses voisins, parce qu'ils n'étaient pas du tout contents, déjà premièrement que les États-Unis utilisent les pays voisins comme base pour ensuite frapper sur l'Iran, mais aussi parce que dans ces pays-là, il y en a certains qui reconnaissent par exemple l'État d'Israël. Et ça, l'Iran, ils sont pas d'accord avec ça. Donc l'Iran s'était mis à les attaquer. Mais maintenant, ces pays-là, ils l'ont déjà annoncé, la confiance, elle a disparu. C'est plus possible de rester potes. Et là, les Émirats, ils annoncent qu'ils quittent l'OPEC. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'OPEC, c'est un groupe très important qui regroupe plusieurs pays exportateurs de pétrole. Là-dedans, il y a l'Iran d'ailleurs, et ils vont se retrouver plusieurs fois par an pour décider entre eux de la quantité de pétrole qu'ils vont produire, qu'ils vont exporter, les prix. Tout ça, c'est pour décider un peu eux-mêmes le prix du baril, même s'ils ne peuvent pas entièrement décider du prix du baril mondial, parce qu'il n'y a pas que eux qui produisent du pétrole dans le monde. Il y a les États-Unis qui sont là aussi, par exemple. Mais bon, eux tous ensemble, c'est déjà une tellement grande part du marché mondial qu'ils ont quand même une énorme voix au sein de cette décision-là. Et là, on a les Émirats qui annoncent qu'ils quittent l'OPEC. Donc maintenant, pour le futur, ils sont plus tenus de devoir respecter des plafonds décidés dans leurs réunions entre eux dans l'OPEC, et ils vont pouvoir produire beaucoup plus de pétrole, ce qui va évidemment faire réduire le prix du baril mondial. Actuellement, ils produisent, je crois, quelque chose comme 2,2 millions de barils par jour. J'espère que je me trompe pas sur les chiffres, parce qu'il y a tellement de chiffres à retenir. Mais là, ils annoncent qu'en quittant l'OPEC, si la demande est nécessaire, et si s'il y a assez d'acheteurs, ils peuvent monter jusqu'à 6 millions de barils. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous tous sur la planète. Comme ça, on n'est plus obligé d'aller acheter extrêmement cher des barils américains ou peu importe d'ailleurs. Mais c'est une terrible nouvelle pour l'Iran une fois de plus. Et on a aussi les États-Unis qui commencent à cibler des comptes crypto-monnaies iraniens où dessus il y a des centaines de millions de dollars en crypto, et ils les frisent, ils les bloquent, ils les gèlent, et donc forcément, encore une fois, coup dur pour l'Iran. Donc l'Iran, c'est des centaines de millions qu'elle perd avec ce blocus, mais en plus de ça, c'est des centaines de millions qu'elle perd avec le gel de ses comptes crypto, mais en plus de ça, c'est des centaines de millions qui sont perdus en partenariat avec leurs voisins sur lesquels ils ont tiré. C'est une catastrophe pour le pays. Mais alors, est-ce que ça veut dire que l'essence, elle va monter ou elle va descendre chez nous? Techniquement, dans un futur, en vérité,
véritable futur. 7 mois, 8 mois, bon, 6 mois peut-être même. Le prix de l'essence devrait vraiment beaucoup descendre. Mais entre-temps, là, c'est encore de pire en pire. Donc peut-être qu'il va encore monter. Mais surtout, est-ce qu'on peut faire confiance aux compagnies qui nous rapportent cette essence? On a appris il n'y a pas longtemps, par exemple, que le British Petroleum, la compagnie qui s'occupe d'importer et de s'occuper en fait du pétrole en Angleterre, ok? Bon ben, depuis la crise, depuis la guerre en Iran, l'essence a énormément augmenté dans le pays anglais. Mais cette essence qui a vendu beaucoup plus cher, c'est des barils qu'ils avaient déjà d'avance, qu'ils ont touché beaucoup moins cher. Donc déjà, le profit est énorme. Mais en plus de ça, British Petroleum, eux-mêmes, leurs actions, elles explosent. Je crois que c'est plus 20% sur les 3 derniers mois ou les 2 derniers mois. Donc, encore plus d'argent qui sont faits sur les épaules d'Anglais qui, eux, payent plein pot, alors que ça leur coûte pas plus cher, en fait, à cette compagnie anglaise de leur apporter cette essence. Enfin bref, c'est une catastrophe. Est-ce qu'on peut faire confiance au système? Est-ce qu'on peut faire confiance au système? C'est ça la question. Donc, si c'est toujours pas fait, abonne-toi, va regarder ma dernière vidéo qui est complètement invisible de YouTube. C'est simple, j'ai eu une notif de YouTube le lendemain qui m'a annoncé qu'elle avait 314% de vues en moins que d'habitude. En clair, juste, elle est présente nulle part. Et puis on se retrouve demain pour une autre vidéo. C'était Théo.